Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le POW Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la POW qui sommeille. Je suis Aïssatou. Je m'appelle Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler de grandir ou non dans son pays, faire de sa multiculturalité une force. Un sujet qui a été choisi par notre invité du jour, Mousso. Des critiques auxquelles elle a fait face du fait de son identité multiculturelle. Liées aux différents pays où elle a vécu, aux avantages que cela lui a apporté. Nous discuterons de ce sujet, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. Et en fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations. Donc restez à l'écoute. Et bon podcast. Mali, Togo, Sénégal, Guinée, Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, France, Togo, États-Unis, Sénégal, Tunisie, Gabon, Corée. France, États-Unis, Angleterre. Tous ces pays sont des pays où chacune d'entre nous a vécu ou est attachée. Et nous allons vous parler un peu plus de ça dans la suite de ce podcast. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer ce podcast par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Meilleurs vœux et qu'en cette nouvelle année, vous vous rapprochiez de plus en plus de la POW que vous souhaitez être ou devenir. Nous allons commencer cet épisode, comme vous le savez maintenant, par la présentation de notre invité. Il est temps, invité du jour, de te présenter en faisant ressortir la POW qui sommeille en toi. Ma première question, ça va être, invité du jour, peux-tu nous donner ton identification POW, c'est-à-dire comment est-ce que tu souhaiterais qu'on t'appelle durant tout l'épisode? Bonjour à tous. Du coup, je voudrais qu'on m'appelle Mousso pendant tout l'épisode, qui veut dire femme en bambara. Enchantée, Moussa. Enchantée, Mousso. Alors, deuxième question, est-ce que tu peux nous donner ton pays d'identification POW ou tes pays d'identification POW? Alors, du coup, moi, c'est des pays d'identification POW, puisque j'ai vécu dans plusieurs pays. Donc, le Mali, parce que je suis malienne. Le Sénégal, parce que j'ai vécu, j'y suis très attachée. Le Togo, parce que j'ai vécu, j'y suis très attachée. L'Arabie Saoudite, parce que j'ai vécu, et c'est important. Et je suis très attachée. Et la France, parce que j'y vis actuellement. Ok. Ok, bah c'est bien parce qu'en fait, ça va être le thème de l'épisode. Exactement. Voilà. Troisième question, peux-tu nous donner tes objectifs POW, c'est-à-dire ce à quoi tu aspires à terme? Alors, donc moi, à terme, j'aspire à travailler dans une institution ou créer en fait une entreprise de développement, enfin de financement de développement pour l'Afrique. Donc en gros, le financement de projets, comme des projets dans les domaines de l'eau, l'électricité, l'énergie. Voilà. Nice. Donc C'est c'est du exactement vrai ce qui pain, ça. m'intéresse. Yeah. Alors, ensuite, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique ou de ta carrière si tu as commencé à travailler? Donc j'ai fait une école de commerce post-bac, directement en 5 ans, à Lyon et à Paris. Et là, actuellement, je suis en cabinet d'audit, donc je fais de l'audit en banque. Et en même temps, je passe le CFA. Et enfin, parce que POW aussi consiste, ça veut aussi dire s'amuser. Je vais te demander quels sont tes loisirs. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre pour te changer les idées, etc. Alors, en top 1, je mets manger, parce que c'est La très base. important. La base. Ensuite, en ce moment, tous les jeudis, je fais un bootcamp pour me dépenser et me dépasser, parce que je suis quelqu'un qui ne fait absolument pas de sport. Et D'accord. c'est vraiment important pour moi Nice. de prouver aux gens Ouais. que je sais en faire. Et quoi d'autre? Ensuite, du coup, t'aimes faire le j'aime bootcamp? beaucoup danser, parce que Ouais. oui, danser, c'est la vie. On est d'accord. Voilà, et ensuite, les soins visage, cheveux, j'adore ça. Tout ce qui est cocooning et tout. Actually, yeah, moi aussi. Ah oui, la vie, ça. Ok, ok. Ok. So, maintenant, on va jouer à un jeu. Ouais. Ça s'appelle le Fireside Chat. Donc, je vais te poser juste quelques questions et tu dois me répondre super rapidement. Tu penses pas trop. Ok. C'est idée de connaître un peu plus sur toi, en fait. Ok. Donc, première question, ce sera Lala, Jalika ou Raki? Jalika. Ok. Yes! Attends. We all knew it was going to be Jalika, okay? She's the Oh, power Ah, girl je of suis this trop show. fan. Ok, deuxième question, Sénégal, Togo ou Mali? Oh Sénégal, mais les manières vont me tuer. Ok. Ok, Mousso. Écoutez, elle a dit Mousso, hein. Donc, c'est you betraying a little bit, mais c'est pas Ouais. grave, ok? Ok, troisième question. Wizkid, Burna Boy ou Tiwa Savage? Burna Boy. Ok. Ok. Yeah, j'aime bien Burna Boy, mais Wizkid, c'est mon bébé. Question 4. Le Dégué ou Bissap? Le Bissab. Ah ouais, Sans ok. hésitation. Non, vraiment. Ok, cinquième question. Djibril Kamsian Niane
ou Chimamanda Ngozi Adichie. Sachant que Djibril Tamsinian, pour celles qui ne savent pas, c'est celui qui a écrit Sundiata ou l'épopée mandingue. Ouais, ça va être Djibril. N'est-ce pas? Ouais. Okay, alors Djibril. Très bien, alors je pense qu'on connaît un peu mieux notre invité du jour, Mousso. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour commencer, je vais te demander, est-ce que tu pourrais expliciter ce sujet que tu as choisi, qui est grandir ou non dans son pays, faire de sa multiculturalité une force. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de ça aujourd'hui? Alors, donc vous avez dû le comprendre, j'ai vécu dans plusieurs pays. Pour un peu comprendre, donc moi je suis née en France, ensuite on est allé au Togo, ensuite en Arabie Saoudite, puis je suis allée au Sénégal et enfin je suis arrivée en France. Et donc, sauf que moi, mes parents sont maliens, je suis malienne et j'ai jamais vécu au Mali. Sauf que c'est chez moi et je me sens attachée et en fait, j'ai l'impression que le fait de n'avoir pas grandi là-bas, et les gens ne me considèrent pas comme malienne. Comme si j'avais pas de légitimité en fait à me considérer comme malienne. Et j'ai remarqué que ce sujet-là, les hommes avaient moins ce problème-là. Parce que j'ai plusieurs amis qui sont dans le même cas que moi, des hommes. Et chez eux, ils sont considérés maliens. Personne ne leur fait de réflexion, ni rien. Alors que moi, en tant que femme, je dois toujours en faire plus pour prouver que je suis malienne, que je suis bien africaine. Et donc, je pense que c'est un sujet vraiment important. Parce qu'en fait, on ne devrait pas être forcé à devoir se justifier tout le temps notre identité, alors que les hommes n'ont pas ce problème, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, en fait, en une seule phrase, quel est ton but, en fait, et quelles sont tes motivations à choisir ce sujet? En fait, j'ai l'impression qu'on m'enlève mon identité en tant que malienne, en tant que femme noire, parce que je n'ai pas grandi là-bas. Et donc, mon but, en fait, c'est de montrer aux gens que ce n'est pas parce que j'ai grandi dans plusieurs pays que ça veut dire que je ne m'intéresse pas aux miens ou que je ne suis pas malienne, en fait. Au contraire, c'est que moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc, je veux que les gens voient ce côté-là, en fait. Pas juste le côté, elle a grandi à l'étranger, elle n'est pas malienne. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté-là que je veux que les gens arrêtent de décider, en fait, qui je suis à ma place. C'est hyper important et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui vont se sentir proches de ce sujet. Personnellement, c'est un sujet qui me touche aussi parce que j'ai vécu dans plein de pays. Ouais. Et Saran aussi, je sais que c'est la même chose. Donc, c'est vraiment intéressant et je pense que oui. Et on est super excités à discuter. Donc, c'était une belle introduction. Donc, pour parler de ce sujet, nous avons organisé un petit peu la discussion en 2 parties. La première partie, on va parler un petit peu des critiques qu'on a pu avoir, que principalement d'ailleurs Mousso a pu avoir, du fait de son identité multiculturelle. Et dans la deuxième partie, nous allons plus parler de ce qu'a pu apporter en fait à chacune d'entre nous le fait d'avoir vécu à l'étranger. Merci beaucoup Aïssatou. Première question pour toi Mousso. À quel genre de critique as-tu dû faire face du fait de ton identité multiculturelle? Alors, donc les critiques classiques du genre tu ne sais pas cuisiner, tu ne peux pas tenir un foyer, tu seras une mauvaise femme plus tard parce que tu ne connais pas les traditions, tu n'as pas grandi au Mali. Après, j'ai eu d'autres, c'était pas vraiment des critiques, c'était plutôt des remarques, par exemple, des gens dans la rue qui allaient me demander tu viens d'où? Et moi j'allais dire du Mali, on me dit ah non c'est pas vrai, t'es antillaise. Yeah. Et ça c'est des trucs en fait, moi je le prends hyper mal parce que déjà tu es qui pour me dire non, genre vraiment en fait c'est vraiment tu mens en fait, c'est pas vrai. Et ils te disaient ça, tu penses à cause de ton physique ou de ta façon de parler ou de ta façon de t'habiller? Je pense un peu tout parce que je ne fais pas, on me dit que je ne fais pas assez cliché. Donc, tu vois, j'ai pas forcément d'accent parce que vu que j'ai pas grandi dans un seul pays, je ne peux pas avoir un accent d'un endroit. N'est-ce pas? Voilà, donc par rapport à ça, déjà, ça a déstabilisé les gens. Et oui, ma façon de m'habiller, parce que des fois, on me dit, oui, mais t'as pas un style assez africain. Et c'est bizarre, parce que ça veut dire quoi, un style assez africain? C'est que je m'habille. Enfin, moi, je trouve un truc. Là, il faut mettre du wax, qui n'est d'ailleurs vraiment pas bizarre. Africain. Et donc, par rapport à ça, on me disait, non, tu mens, tu viens pas, t'es pas malienne. Et moi, pour moi, c'est une critique quand même, puisque, qui es-tu pour me dire ça? Et ça, c'est des réflexions que j'ai eues de blanc, mais c'est aussi des réflexions que j'ai eues de noir. Et c'est chaud parce que on reproche aux blancs d'être dans le cliché, mais nous aussi, on est dans le cliché.
Ouais. Non, on est toujours dans le cliché, c'est vrai. Ouais. Et justement, enfin, de qui est-ce que te venait ce type de critique? Tu disais donc, ces gens-là, est-ce que c'est des gens que tu connaissais? C'est plus des gens de ta famille? C'est plus vraiment des gros inconnus qui te faisaient ce genre de Bah, remarques? en fait, ça venait un D'où peu te venait? de tout le monde. Donc, il y a eu des inconnus, enfin, des gens dans la rue, au travail. Il y a aussi eu des gens de la famille, enfin, après, pas de la famille, pas mes parents ou mes frères et sœurs, non, c'était plutôt mes cousins, cousines, oncles, tantes, mes grands-parents. Donc, oui, vraiment, tout le monde, en fait, à part mes parents. Et ces gens-là, justement, donc quand tu dis tes cousins, tes oncles et tantes, c'est plus des gens qui étaient au pays, on va dire, entre guillemets, donc au Mali, j'imagine pour toi, ou vraiment même ceux avec qui avaient vécu en France ou qui avaient vécu dans d'autres pays. Non, c'était plutôt des gens qui étaient au Mali, vraiment. D'accord. Ouais, c'était assez ciblé. C'était les gens du Mali qui me faisaient ce genre de réflexion. Okay. Et je peux te poser une question. Jean, comment te sens-tu en fait quand tu reçois ce genre de critique? Bah, en fait, avant, je le prenais vraiment mal et ça me complexait en fait parce que je me sentais coupable de pas montrer que j'étais malienne. Enfin, je le prenais vraiment comme ça. Et donc, en gros, bah, après ce genre de remarques, bah, j'en faisais des tonnes en fait. Par exemple, j'allais aider dans la cuisine pour prouver que bien sûr je sais cuisiner ou aider à faire le ménage pour prouver que bien sûr je sais le faire. Alors que en fait, maintenant, je le prends avec plus de recul parce que bah, ça m'atteint pas comme avant parce que c'est pas des remarques constructives pour moi. C'est des remarques qui blessent. Et je veux dire, tant qu'une remarque n'est pas constructive, je ne la prends plus. Donc maintenant, je m'en fous. Et quand tu étais jeune, justement, et que tu recevais ce genre, j'imagine ça a dû commencer très tôt parce que t'es partie tôt du Mali. Ouais. Et est-ce que t'en as parlé à tes parents et quelle a été un peu leur réaction? Enfin, qu'est-ce qu'ils te disaient quand les gens te disaient ça, justement? Bah, en fait, je leur en ai jamais vraiment parlé parce que j'avais peur que ça les blesse. Parce qu'en fait, mes parents ils sont vraiment, enfin, ils sont attachés au Mali. Et je me dis, enfin, si moi je leur dis, oui, les gens me considèrent pas comme malienne, bah, j'ai peur que eux, ça les blesse, qu'on considère pas leur fille comme malienne alors que eux, ils sont attachés au Mali. Ouais, je te comprends vraiment. Donc vraiment, j'avais vraiment peur de les blesser, donc je leur en parlais pas. Enfin, moi, j'essayais, du coup, de faire des choses pour prouver que je suis malienne, mais non, je n'en aurais vraiment jamais parlé. Et de toute manière, vu que eux ne me faisaient pas ces réflexions, bah, je savais qu'ils pensaient pas la même chose. Donc ça allait. Okay. Bah, je vais faire un petit... Enfin, moi, personnellement, justement, ce qui a été un peu plus dur que toi sur ces questions-là, c'est que je recevais ces remarques même parfois de mes parents. Mais je sais pas si c'était une attaque un petit peu de leur part, comme ce qu'ils pensaient, ou si c'était plus... Enfin, par exemple, ils me disaient non, mais tu es trop toubab, en gros, enfin, tu fais trop blanche, etc., tu vois. Et c'était assez difficile à prendre en compte parce que tu te dis, mais... Enfin, je sais pas s'ils le pensaient vraiment, parce que finalement, eux aussi agissaient de la même manière que moi, ou si c'était un peu un miroir de ce qu'ils pensaient que la société allait me dire et que du coup, ils me disaient ça histoire de m'attaquer avant que la société m'attaque. Enfin, je sais pas comment dire. Plus un miroir plutôt que ce qu'ils pensaient vraiment, tu vois. Je comprends. Et c'est fou, tu vois, le truc que tu dis là, trop tout bas, c'est fou parce qu'en fait, moi, des fois, on me sort ça, mais par rapport à mon caractère. Donc, en gros, je suis quelqu'un d'assez timide. Enfin, quand je connais pas les gens, je vais pas forcément parler et tout. Et je sais pas, enfin, au Sénégal, mais en tout cas au Mali, les gens, ils aiment pas les personnes timides. C'est qu'il faut que tu sois tout le temps... Pareil. Genre, ils aiment trop les gens trop extravertis, tout le temps. Exactement. Je pense que ça, c'est partout en Afrique de l'Ouest. Alors que moi, je suis pas comme ça. Et en fait, à chaque fois, on me disait oui. Et on me disait, oui, mais toi, t'es trop une blanche, nanana, toi, t'es pas une noire. Tu parles t'es pas trop assez. calme. Oui, voilà, exactement, tu es trop calme. Et je me dis, mais en fait, là, c'est mon caractère, en fait. Donc, mais oui. Et ça n'a rien à voir avec ma culture ou mon identité. En fait, je pense qu'ils utilisent le fait que tu es vécu à l'étranger, en fait, contre toi pour utiliser toutes ces petites critiques. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils utilisent tous les moyens, en fait, quand ils te critiquent, à essayer de lier ça au fait que tu sois étranger, ou bien que tu aies vécu à l'étranger. Oui, exactement, je pense aussi. Et enfin, je trouve, oui, le côté extraverti, c'est hyper compliqué. Moi, je sais que quand j'étais jeune, mais vraiment, j'étais la fille la plus timide au monde. Genre, vraiment, les gens se demandaient même si je savais parler, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. et du coup, c'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça. Maintenant que Mousso, tu le dis, ben, quand je rentrais et que j'étais plus jeune, on me disait, non, mais tu sais pas parler. Tu sais, les gens, ils te taquinaient tout le temps gentiment, on va dire, mais je me faisais attaquer en quelque sorte parce que j'avais ce trait de caractère-là, tu vois. Et tout de suite, c'était justifié parce que, justement, j'avais été élevée à l'étranger et que je savais pas comment fallait se comporter exactement.
Et c'est vrai que c'est complètement stupide parce qu'un trait de caractère ne peut pas définir une identité. C'est exactement ça. C'est stupide mais c'est super frustrant parfois parce que ce genre de commentaires, c'est pas une seule fois, 2 fois, 3 fois, c'est tout en fait, tu l'entends de la part, comme Mousso a dit, de ta famille, de tes amis proches et de n'importe qui en fait. Donc, c'est juste super agaçant et puis il faut qu'il arrête, c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. Et toi justement, Saran, est-ce que tu as une expérience dont tu voudrais nous parler? Genre, comment est-ce que tes parents, je pense que tu as un peu vécu un petit peu la même chose que nous, toi aussi. Quelle était la position de tes parents? De qui est-ce que tu recevais ces critiques? Pour moi, c'était... Ok, donc j'ai grandi au Gabon, mais mes parents sont ivoiriens et guinéens. Et au Gabon, avec mes amis, on me considérait comme ivoirienne, tu vois. Mais quand je suis venue aux États-Unis et puis j'ai rencontré une communauté d'ivoiriennes, à cause de mon accent, on me considérait comme gabonaise. Et tu vois, avec mes parents, bon, eux, ils nous ont pas forcément appris la langue, quoi, le Bambara, on dit le Malinké, pour ceux qui le connaissent. Et donc, même dans notre propre maison, en fait, on était comme des étrangers, if it makes sense, tu vois, parce que eux, ils parlaient seulement leur langue entre eux, et puis nous, ils nous ont pas opposés à apprendre la langue jusqu'à peut-être qu'on avait 16 ans, 17 ans, et puis tu vois, c'est trop tard. C'est un peu trop tard, quoi. Et donc de leur part, c'était ce genre de commentaire où quand on est déjà assez grand, ils nous faisaient sentir qu'on n'était pas assez attachés à notre culture parce qu'ils disent qu'on ne parle pas notre langue, on doit apprendre à parler notre langue. Et ça venait de tes parents, c'est bien ça? Ça vient de mes parents, en fait, tu vois. Ou bien quand on parlait avec certaines tantes de la Côte d'Ivoire, et puis elles nous parlent en journée, et puis on répond en français. Parfois, nos parents, ils nous faisaient sentir mal, en fait, pour dire, pourquoi vous ne pouvez pas répondre en malinké, tu vois. Donc, c'est ce genre de commentaires de leur part qui était assez désagréable parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui nous avez inculqué ce genre de, tu vois, cette barrière. Et puis, un de mes amis, c'était plus quand je suis venue aux États-Unis, voilà, parce que j'étais un peu mixte dans la communauté ivoirienne. Et à cause de mon accent aussi, même quand je me présentais en tant qu'Ivoirienne, c'était toujours tu es sûre, tu es Ivoirienne parce que you don't sound like it, tu vois, ton accent en fait ne me fait pas dire que tu es Ivoirienne. Et donc parfois, c'est pas comme si j'étais exclue à 100%, mais je me sentais un peu mise à l'écart, quoi, parce que mon expérience, tu vois, le fait que je n'ai pas forcément grandi en Côte d'Ivoire, joue un peu contre moi. Par rapport à la langue, j'ai un peu le même truc, c'est que moi, c'est mes parents, enfin surtout ma mère, qui nous a appris à parler Bambara. Et donc, comme on n'a pas vécu au Mali, on l'a appris avec ma mère et on l'a appris après le français. Donc, on parle, mais pas avec l'accent qu'il faut. Et en fait, quand je vais au Mali, je fais l'effort. Enfin, moi, j'adore parler Bambara, c'est ma langue, donc j'aime bien. Et le truc, c'est que à chaque fois que je parle, les gens soit se moquent de moi, ou ils me font des réflexions parce que je n'ai pas le bon accent. Mais en fait, non, moi aussi c'est la même chose. Ouais, je trouve ça tellement vexant. En fait, moi j'ai envie de dire, ils devraient déjà nous applaudir du fait que, n'ayant quand même pas grandi au pays, avec un seul parent qui parle, on parle la langue, tu vois. Enfin... Et en fait, c'est fou parce que ils me décourageaient, c'est que vraiment des fois, en fait, j'étais avec des amis et ils allaient parler en Bambara, mais sur moi, parce qu'ils supposaient que je ne parlais pas Bambara. Et c'est fou, parce que quand je leur répondais, ils étaient choqués, ils me disaient « la stupidité quand même ». Et je disais « Bah oui ». Et en fait, c'est un truc qui m'a toujours choquée parce que, enfin, moi, c'est encore une fois des gens qui ont décidé, ils sont posés, ils se sont dit, elle parle pas Bambara. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est des gens qui décident. Pourquoi? Enfin, et c'est fou parce que je trouve ça tellement vexant. Enfin, non, c'est super vexant. Moi aussi, j'ai une histoire, j'ai une anecdote, c'est quand je suis partie dernièrement en Côte d'Ivoire, donc ça fait 3-4 ans. Et donc, c'était une ménagère, en fait, elle venait pour me demander quelque chose. Et puis, elle, tout est pas en Bambara, pas en malinké. Et donc, je répondais pas, en fait, je répondais en français, et puis la fille aussi ne comprenait pas forcément bien français. Et donc, elle ne faisait que rire, en fait, sur moi. And I was like, tu vois ce que je veux dire? I was like, désolée, mais je peux pas forcément bien te répondre au Bambara, quoi. Là, je comprends la langue, j'essaye de parler, mais je suis pas experte pour parler forcément bien comme d'autres personnes. Et donc, quand j'essaie de parler, j'ai mon petit accent français qui sort, et les gens se moquent de moi. Donc, ça me vexe et comme, ça donne pas envie de plus parler. Voilà, ça te donne pas envie de pratiquer, quoi, parce que ton entourage
actually attend, en fait, que tu ouvres ta bouche pour se moquer de toi. Tu vois? En gros, moi, j'ai d'autres cousins donc, qui ont vécu en dehors du Mali. Et mon cousin, lui, en fait, il ne parle pas un mot du bambara, il ne comprend pas le bambara, enfin, c'est grave. Et le truc, c'est que lui, en fait, personne ne lui demande de parler bambara, c'est-à-dire que personne ne se moque de lui. Quand il vient au Mali, ils font l'effort de lui parler français, on lui dit c'est pas grave, alors que moi, on me demande de parler bambara. Et donc moi, j'ai demandé à une de mes tantes, en fait, je comprenais pas, vu qu'on est on est censé être à la même enseigne. On est tous les deux étrangers, votre critère, enfin, vous nous considérez comme étrangers, votre critère pour nous considérer comme des malins, c'est qu'on parle bambara, avec un bon accent. Pourquoi lui qui parle pas bambara, il y a rien, alors que moi qui parle, mais juste que j'ai pas bon accent, et ben c'est un problème, en fait. Et elle me disait, parce que lui, c'est un homme, il a pas besoin de ça pour trouver une femme. Alors que toi, t'auras besoin de ça pour trouver un mari malien. En fait, ce qui est funny, c'est qu'ils ont assumé, en fait, que ton mari sera malien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a fait rire aussi. Déjà, c'est le premier point. Donc... Non, mais c'est vraiment, enfin, sur ce truc-là, comment en tant qu'homme et femme, les gens n'attendent pas du tout la même chose que nous sur ces questions-là. En tant que femme, on est beaucoup plus vite sanctionné. Mais en gros, et c'est tellement vrai parce que quand tu regardes même... vous, je pense, on vous a tous fait la discussion. Moi, quand j'ai eu mon bac et que du coup, fallait aller vivre en France toute seule, machin et tout ça, toutes mes tatas, elles m'ont sorti la même chose. Tu vas en France, ne te perds pas culturellement, n'oublie pas d'où tu viens. Mon frère a eu la même chose, on lui a jamais dit ça. Genre, on lui a juste dit, fais bien tes études, travaille bien, tu vois. Et je suis en mode, mais expliquez-moi pourquoi la différence, tu vois. Pourquoi lui, il a le droit de se perdre culturellement alors que moi, j'ai pas le droit, tu vois. Enfin. Ma chérie, ça c'est une question, still everybody is trying to answer that. Mais en fait, ça, ils font des différences, mais partout. Mais même, moi, en fait, donc, mon copain, c'est un Français blanc. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à sortir avec lui, en fait, j'ai découvert des facettes de mes de copines. Ah oui, parce qu'il y a les copines aussi, c'est vrai. Voilà. Et en fait, elles m'ont fait des réflexions du genre, en fait, c'était comme si j'étais devenue une traître. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangée, c'est qu'une meuf qui a grandi au Mali, qui a tout vécu au Mali, elle sort avec un blanc tout de suite, personne lui dira qu'elle est une traître ou quoi que ce soit. Mais moi, vu que j'ai grandi à l'étranger, et ben on suppose que maintenant, oui, c'était une toubab de toute manière. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'a tellement choquée parce que déjà, je m'attendais pas à ça de certaines personnes. Mais ensuite, je comprenais pas à quel moment ça devait me définir. Et en fait, pour vous dire, j'ai une anecdote. C'est une copine, donc en fait, je l'ai invitée à une soirée. Et elle m'a demandé, est-ce que ce serait une soirée mixte? Donc moi, j'ai pas compris. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi une soirée mixte? Elle m'a dit, ouais, tu sais, est-ce qu'il y aura... est-ce que ce sera mixte? Je dis, mais ça veut dire quoi mixte? Enfin, fille-garçon, bah oui. Elle m'a dit, non, est-ce qu'il y aura des blancs? J'ai dit, pourquoi tu me... Enfin, je lui dis, bah ouais, déjà, il y aura mon copain. Donc, je dis, pourquoi tu me dis ça? Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Elle me dit, non, mais tu sais, déjà, nous, les Noirs et les Arabes, quand on dit une soirée mixte, ça veut dire une soirée où il y aura de l'électro, comme ça. Et en fait, moi, c'était le nous, les Noirs et les Arabes. Ça veut dire nous, en fait, elle m'a exclue, en fait, de ça. Genre, moi, j'en faisais pas partie, tu vois. Et je me suis dit, mais tu es qui pour m'exclure de ça juste parce qu'en fait, parce que je sors avec un blanc. Cliché. Ouais, c'est ça. Je fais pas cliché et en plus, je sors avec un blanc, donc ça veut dire pour toi, c'est la finale en fait, c'est bon. Ça veut dire que moi, je ne suis pas une noire. En fait, c'est comme si on t'a perdu complètement, quoi. Surtout que la première question n'a pas été de savoir, déjà, qui il est, qu'est-ce qu'il écoute même comme genre de musique, tu vois. Enfin, je veux dire, pourquoi c'est dire tout de suite, ce sera une soirée mixte, il y aura un blanc, il y aura de la techno. Enfin, je veux dire, à aucun moment, elle a posé les bonnes questions. Elle est juste partie d'un cliché, elle a dit, ah non, mais c'est bon, Mousso est hors de la communauté, quoi. C'est ça. Et moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, Aïssatou, tu le connais, et je me suis dit, si elle le connaissait, déjà, elle m'aurait jamais posé cette question. Tu vois, oui. Donc, de 1. Et de 2, mais comment tu peux dire ça à quelqu'un, tu vois, lui enlever son identité comme ça. Et moi, je trouve que les gens se rendent pas compte parce que c'est des trucs qui sont méchants. Mais c'est blessent. Hyper méchant. En fait, ça blesse. En fait, c'est ça. C'est que toi, t'es là et les gens décident, en fait, qui tu es, qui tu n'es pas. Et c'est vraiment blessant parce qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ça fait 24 ans que je subis ce genre de choses. Au bout d'un moment, stop, ça quoi. suffit, quoi. Et du coup, je pense qu'on apprend tout à un moment à se dire, en fait, ces gens-là, ils sont pas, c'est pas ces gens-là qui sont importants parce que ce qu'ils te demandent, c'est pas du tout quelque chose qu'une amie, entre guillemets, pourrait demander.
C'est sûr. C'est En fait, je sais hyper même pas, normalement, tu devais répondre qu'elle n'est plus invitée à cette fête, c'est tout. Oui, Et c'est pas pourquoi tu as c'est ce que j'ai répondu, fait. même. Je lui ai dit que c'était plus la peine de venir. En fait, c'est vrai que face à ces choses-là, c'est hyper compliqué. Enfin, les gens te jugent. Moi, je prends même... Et ça fait plusieurs décennies que ça dure. Je prends l'exemple de ma mère qui m'a raconté une anecdote. Donc là, je vais raconter une anecdote de ma mère quand même. Qui m'a raconté que quand elle est venue en France, ça venait pas de ses amis, ça venait de ses cousines, mais c'est un peu la même chose. Enfin, ses cousines à l'africaine, limite, c'est la même chose, tu vois. Et elle me dit, quand elle est arrivée en France, donc pareil, quand elle est arrivée et tout, ses cousines lui disaient, ah, mais toi, parce que ma mère, enfin, je sais pas, elle faisait des études de lettres, elle était un peu intellectuelle, parce que aussi, dès que tu es intellectuelle aussi, tu es trop occidentale. Bref. Oui, exactement. Et ça, je trouve que c'est une insulte quand même. C'est vraiment une insulte. C'est rabaissant pour pour nous, tu vois. Bref. Exactement. Et du coup, ma mère, on l'avait catégorisé un petit peu de Toubab. Et ça, elle m'a expliqué, elle m'a dit, mais tu sais, les personnes qui me catégorisaient de Toubab, du coup, c'était ses cousines et tout. Elles disent, non, mais toi, on sait, de toute façon, tu vas te marier à un Toubab. Parce que du coup, quand t'es catégorisé comme Toubab, tu vas te marier avec un Toubab. C'est ça la logique, tu vois. Logique. Très bien. Et du coup, ses cousines lui ont dit ça et tout. Ma mère a rencontré mon père qui est sénégalais, machin et tout. Ces mêmes cousines-là qui l'accusaient de ça quand elle est arrivée en France, ma mère m'a dit, elles se sont toutes mariées avec des blancs, tu vois. Et en fait, c'est là que tu te rends compte de la stupidité de ces gens qu'en fait, finalement, un, c'est que de l'envie. Deux, c'est des gens qui, en fait, qui connaissent pas. Ils connaissent pas, en fait. Ils savent pas, toi, ton copain, ils le connaissent pas. Ils savent pas. S'il faut, c'est un gars qui n'écoute que de la musique afro, ce qui est d'ailleurs un fait d'ailleurs. Et c'est pas du tout un... Enfin, c'est pas du tout le blanc comme elle se l'imagine, tu vois ce que je veux dire? Et ils n'ont même pas le droit de ça, juger aussi. Ils n'ont pas le droit de faire ce genre de commentaires anyways, tu vois. Parce que je suis désolée, mais ton copain aurait très bien pu être noir, mais écouter de la techno aussi. Voilà. Merci. Donc, franchement, Enfin, les gens réfléchissent pas, tu vois. Ils réfléchissent pas du tout et c'est juste dommage. C'est super dommage. Les gens se permettent de juger, en fait, tout le temps. Par rapport à ce que eux ils voient, mais ils cherchent pas à voir plus loin, à comprendre. Et je trouve que, en Afrique, les gens jugent beaucoup, et tout le monde te juge tout le temps. Et toi, tu dois accepter ce jugement, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on a le droit de dire non. Surtout qu'en tant que fille ou femme, tu n'as pas le droit de parler, tu dois accepter. C'est exactement ça. Et ça, c'est dur. Moi, j'aimerais vous revenir sur un thème un petit peu qu'on a un peu effleuré, mais que je trouve très intéressant, c'est le rôle de nos parents. Parce que dans toutes ces expatriations qu'on a chacune vécues, il y avait nos parents avec nous. Comment vos parents vous ont... Enfin, on a déjà parlé de la langue, notamment, de si les parents ont réussi ou pas à faire cette langue, mais moi, plus sur ce qu'ils vous ont appris justement sur ce côté, être traité comme occidental ou être traité comme... entre parenthèses, assez, je sais pas, malienne, sénégalaise. Vos parents, est-ce que parfois vous n'avez pas eu l'impression qu'ils étaient contradictoires sur ce qu'ils vous inculquaient, sur ces questions? Alors, moi, si, vachement, parce qu'en fait, donc, mes parents, ils m'ont éduquée dans la culture malienne, mais sans plus non plus. Donc, il y avait la langue, il y a quelques trucs, quelques superstitions, ou... voilà, il faut pas se prêter le vendredi, ou des trucs comme ça, qu'on m'a appris. Mais après, il y a beaucoup de traditions que je ne connaissais pas, voilà. Et le truc, c'est que en même temps, ils m'ont éloignée un peu du Mali. Oui. Donc, mon père a tout fait pour qu'on ne grandisse pas là-bas, parce qu'il voulait qu'on voit autre chose, qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on connaisse d'autres gens. Et quand je suis arrivée en France, le premier truc qu'il m'a dit, c'était vraiment... je ne veux pas que tu traînes avec une communauté de Maliens. Waouh, c'est la même chose. Mes parents m'ont dit la même chose. Ouais, on m'a dit la même chose, actually. Voilà. Et il m'a dit non, je ne veux pas. Il m'a dit tu ne vas pas en France pour rester avec des Maliens. Tu vas en France pour découvrir, pour travailler, pour étudier, pour apprendre. Ouais. Donc en fait, moi j'ai grandi dans cette ouverture d'esprit. En plus mes parents c'est des gens vraiment ouverts d'esprit. Oui. Et en même temps c'est que maintenant plus je grandis en fait, c'est qu'ils me demandent des choses qu'ils ne devraient pas parce que je ne les connais pas. Oui. Par exemple, des traditions que je ne connais pas, ils veulent que je les applique. Au niveau du mariage, donc, j'ai une cousine qui s'est mariée récemment. Donc, elle a toujours vécu ici. Donc, elle s'est mariée ici. Et elle ne connaissait pas les traditions. Et en fait, ça a créé des problèmes parce qu'ils voulaient absolument faire un mariage traditionnel. Mais elle ne savait pas que ça existait. Elle ne savait pas ce que c'était. Et le truc, c'est qu'elle m'a dit, on m'en a jamais parlé, et aujourd'hui, on veut que je le fasse. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ne parlent de rien,
Et au moment où on est adulte, eh ben, ils s'attendent à ce qu'on sache tout. Et Mhm. Je suis tout à fait d'accord. Yeah, Et c'est la si même je comprends chose. pas, vous pouvez pas ne pas me dire un truc et après me demander de l'appliquer. Je ne peux pas appliquer quelque chose que je ne sais pas. Qu'on t'a jamais appris. Et pareil, Yeah. je parlais une fois avec une amie qui me disait que, en gros, elle me disait que c'est fou parce que ses parents, ils veulent qu'elle sorte, enfin, qu'elle ait comme copain un Malien, qu'elle se marie qu'avec un Malien. Elle m'a dit, pourtant, j'ai pas grandi au Mali, j'ai pas vécu au Mali, j'ai vécu en France, donc je comprends pas pourquoi ils s'étonneraient que je leur ramène un Français plutôt qu'un Malien, tu vois. Parce qu'en ça, c'est ça mon entourage. Et en fait, c'est ça, c'est que vous nous mettez dans un entourage où vous nous dites, ayez l'esprit ouvert, il n'y a pas de barrière ni rien. Oui. Et au bout d'un moment, vous nous dites, en fait, non, retournez chez vous, enfin, on veut que les traditions, que les trucs, et c'est pas possible, en fait. Non, je suis super d'accord. Et en grandissant, en grandissant, moi, ça a fait enfin, c'était un des plus gros problèmes que j'ai eu en grandissant, c'était cette dissonance-là, tu vois, parce que, pareil, on nous mettait, donc moi, j'étais tout le temps au lycée français, enfin, il n'y a pas 10 000 Sénégalais, et puis même, c'est pas ça qui est important, enfin, l'important, c'est de traîner avec les gens de ton lycée français, etc. Exactement. Pareil, quand j'arrive en France, ils me disent, traîne pas trop, enfin, reste pas qu'entre Sénégalais et tout. Ils adoraient le fait que j'ai plein d'amis de partout. Et sur le mariage, par contre, non, il nous faut un Sénégalais, etc. et tout ça. Et je leur dis, mais moi déjà, enfin, les Sénégalais que je vois, c'est les Sénégalais, enfin, qui attendent pas du tout la même chose que moi, donc, enfin, rester à la maison, enfin, femme au foyer, qui s'occupe du foyer, qui a pas de carrière. Enfin, moi, ma carrière aussi fait que je suis assez internationale et tout ça. Et ils s'attendent à ce que, enfin, franchement, il y a une énorme dissonance sur ces questions-là. Et autant quand j'ai grandi, j'étais protégée un peu de ces questions-là de mariage. Moi, je savais même pas comment c'était les mariages traditionnels. Le premier mariage que j'ai découvert ça récemment. J'ai découvert quand mon frère s'est marié. J'ai dit, je me marierai jamais comme ça, c'est mort. Ah, tu vas te marier comme ça. Non, vraiment, je leur ai dit parce que pour moi, vous m'avez pas montré que le mariage, ça pouvait être comme ça, tu vois. Pour moi, c'était vraiment la rencontre entre deux personnes. C'était pas maintenant la femme appartient à son mari. Exactement. C'est mort pour moi. Et à partir du moment, moi, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai eu 20 ans un petit peu, genre au tournant de la vingtaine, on a commencé à vouloir me forcer à enfin, pas forcer parce que mes parents, ils ont un peu compris qu'il fallait me laisser tranquille sur ça. Mais on a commencé à vouloir que je rentre dans ces dogmes-là de la société. Je me suis dit, mais pourquoi, enfin, vous m'avez pas élevée comme ça toute ma vie, et maintenant vous attendez à ce que je redevienne la petite épouse. En fait. Mais oui, genre, et nos parents, je pense, dans tous nos cas, enfin, moi, mes parents, ils ont fait leurs études aussi à l'étranger, enfin, ils sont aussi normalement ouverts d'esprit, mais sur ces questions-là, je trouve qu'il y a une sorte de... Je pense même pas qu'ils en soient convaincus. En fait, c'est ce qui est un peu drôle, c'est parce que ils nous élèvent d'une façon et puis après, ils estiment en fait qu'on peut découvrir notre culture par nous-mêmes, quoi, tu vois. Exactement. Parce que moi, j'ai eu une histoire super similaire de Mousso et puis de toi aussi, Aïssa, tous ces gens, j'ai grandi au Gabon. Et, là-bas, first, ils nous laissaient pas forcément sortir, quoi, parce qu'ils voulaient pas forcément qu'on soit dans l'entourage gabonais, etc., tu vois. Et puis après, quand je suis venue aux États-Unis, ils ont dit, oh, ne restez pas entre Ivoiriens ou entre Guinéens. En fait, c'est même un truc super clair. Ils ont dit, en fait, que vous devez vous entourer d'autres Américains ou d'autres étrangers, essayer d'apprendre de leur culture, tu vois. D'autres cultures, ouais. Voilà, et tout. Et puis maintenant, à 22 ans, 23 ans après, ils commencent à parler d'affaires de mariage. Tu n'as pas trouvé un petit ami guinéen, ivoirien, out of nowhere. Tu vois ce que je veux dire? It's like, depuis, en fait, 22 ans de ma vie, vous m'avez toujours encouragé à rester outside, genre en dehors de ma communauté. Et puis d'un seul coup, je dois parler parfait bambara, je dois avoir mon petit mari Joula. Et donc parfois même c'est plus facile de les fatiguer et puis d'envoyer un blanc bien un autre pays complètement. On lui demandera moins de critères. Voilà, tu vois, parce que tu as l'impression que ça va jamais finir. Et puis quand tu poses le problème, ils vont dire, ah, c'est juste la culture, c'est comme ça se passe. C'est comme tu ça. Vois, oui, c'est juste comme c'est ça. Comme ça, c'est pas normal. Voilà, et donc c'est pas assez. Et ils n'ont jamais de réponse super logique à pourquoi. Ou même des réponses qui te donnent une vraie raison. Moi, si je disais, ok, je veux me marier avec un caste, ils me donnent une vraie réponse qui est sur les valeurs qu'ils m'ont inculquées, enfin, que je peux lire en fonction des valeurs qu'ils m'ont inculquées, par exemple, le mérite, le fait que c'est une bonne personne ou autre. Ça, je peux comprendre. Mais le prisme dans lequel ils nous ont élevés,
ça fait qu'on ne peut pas comprendre quand tu nous dis pas un casté, pas un non-musulman, pas des choses comme ça. Parce que c'est super Exactement. fatigant. Moi, je leur dis, si nous avaient élevés d'une certaine façon. Et moi, je pense que, par exemple, moi, mes parents, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Vraiment, vraiment. Mais je pense que des fois, il y a aussi l'influence de la société, le poids de la société qui va, même si, pour eux, ça n'aura pas de sens de me dire non, et ben ils vont le faire parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont me dire après, en fait. Comme, par exemple, quand on va au Mali, ma mère, elle veut toujours, à chaque fois qu'on va voir la famille de mon père, qu'on va voir mes grands-mères, donc elle me dit tout le temps, oui, mets un truc... une robe en pagne ou un truc comme ça. Chaque fois je lui dis mais pourquoi, parce que si j'ai pas envie, et toi ça te pose pas de problème, tu vois, parce que des fois elle aime bien, ma mère elle est hyper ouverte, des fois elle met des jeans quand elle vient ici, donc je vois pas le problème. Et elle m'a dit non parce que j'ai pas envie que les gens parlent. Et en fait je me dis elle me force à faire ça parce que justement elle a peur que les gens disent ma fille, la fille de sa fille elle porte ça, oui c'est ça, ouais voilà, c'est pas une vraie malienne et tout, et en fait c'est ça qui lui fait peur. Et en fait, je pense qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup, c'est que même s'ils acceptent nos choix, et des fois, ils vont pas accepter totalement, parce qu'il y a les gens derrière pour leur rappeler, ah oui, toi, ta fille, c'est pas une bonne manienne, ta fille, c'est pas une bonne femme. Voilà, moi, je pense que sincèrement, les trucs de nos parents, ça vient juste de ça, en fait. La dissonance, ça vient de ça. C'est pas ce qu'ils pensent intrinsèquement, mais c'est juste, ça vient de ça. C'est exactement ça. Voilà, donc je pense qu'on a en gros assez fait le tour de cette première partie. On va embrayer assez rapidement sur la deuxième partie, dont en fait on a chacune déjà plus ou moins parlé. Donc il s'agit de savoir ce que ça a apporté à chacune justement le fait de vivre à l'étranger. Donc la première question que je vais poser, c'est à Mousso. En quoi vivre à l'étranger t'a permis de construire la personne que tu es aujourd'hui? Alors, en fait, vu que j'ai vécu dans plusieurs pays et différentes cultures, moi j'ai vraiment essayé, toutes les cultures, donc déjà il y a du bon, il y a du mauvais. Donc moi, le fait d'avoir eu plusieurs choses, j'ai décidé de prendre le bon de chaque culture pour moi, en fait, comment je réfléchis, mes choix dans la vie, ce que je vais faire, pour me construire à partir de ce bon-là que je prends de chaque culture. Et je trouve ça hyper important parce qu'en fait, grandir dans une seule culture, tu crois forcément que ta culture c'est la meilleure et tu cherches pas à avoir autre chose. Et donc le fait d'avoir eu plusieurs choses, ça m'a vraiment permis de mettre en relation, de comparer différentes cultures et de choisir le bon dans chacune pour faire de moi une meilleure personne. Ça c'est bien ça. Merci Mousso. Pour moi, je pense que c'est avoir ce caractère de multiculturel, ça m'a permis de m'adapter en fait à différents environnements, tu vois, parce que en fait moi j'ai pas peur vraiment de voyager, d'aller dans un nouveau pays, de m'adapter à la culture et tout. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis en fait, quand j'étais aux États-Unis, me demandaient à chaque fois, quand j'ai quitté le Texas pour aller en Californie, tu n'as pas peur d'être seul, tu n'as pas peur d'un nouvel environnement. Et moi, je me suis dit, j'ai quitté combien, 9000 miles, I don't know how many kilometers it is. Et j'ai laissé mes parents, en fait. Donc, juste voyager d'un état à un autre, ça me dit vraiment rien, quoi. Et donc, je pense que c'est cette ouverture d'esprit, en fait, que j'ai eu là. Mon attitude à m'adapter. Là, en ce moment, j'ai encore quitté les États-Unis pour venir dans un autre pays africain. I just take it the way it is, tu vois, parce que j'ai été habituée à ça. Et moi, il y a le côté aussi, donc tout à fait d'accord sur l'adaptation, même au travail, etc. Dans un nouvel environnement, je peux facilement me lier avec des gens. Genre, là, j'ai fait 5 mois à Los Angeles, il y a Saran et moi, et aujourd'hui, on se parle, et je me suis fait plein d'amis. Je peux rapidement m'intégrer et m'adapter. Et aussi, je pense que le côté ne pas avoir peur, par exemple, je sais pas, à un moment, je suis allée toute seule en voyage en Indonésie, j'ai fait un voyage au Japon, et je me rappelle, ma famille me disait, mais c'est loin, qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout, et en fait, c'est juste, j'ai pas peur, les limites, pour moi, j'ai pas de limites sur ce que je peux faire. Exactement. En tant que femme, en tant que... En fait, pour moi, je peux tout faire parce que je vois que dans le monde, c'est possible de tout faire. Donc, moi aussi, je sais que je peux le faire. Alors que je pense que si j'étais restée au Sénégal toute ma vie, je me serais dit, en fait, j'aurais été beaucoup plus contrainte en me disant, non, il faut te marier, non, il faut avoir des enfants. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, oui, il y a ça, mais il y a tellement d'autres choses aussi. Exact. C'est parce que tu t'es exposée à différentes mentalités, en fait. Donc, ça te... En fait, moi, ça me donne soif, en fait, d'en connaître plus. Par rapport à d'autres pays, tu vois. Comme vous dites, moi, pareil,
pour s'adapter, c'est beaucoup plus facile. Et aussi, le point que tu as soulevé, c'est tout, le fait de pas avoir peur, c'est exactement pareil. Ouais. Pareil, genre, j'ai décidé d'aller en Corée pour 6 mois en échange. Et mes parents, ils comprenaient pas, c'est loin et tout. Et en fait, non, c'est juste que je voulais partir. Et moi, j'étais hyper contente. Je me suis dit, je découvre autre chose, c'est nouveau, ça va être trop bien. Et en fait, c'est vrai que ça t'ouvre tellement de portes de pas être cantonné, en fait, à que sa culture, que son confort, sa manière de vivre, en fait. Et c'est hyper important. Moi, j'ai une petite question pour vous, les filles. Est-ce que vous avez pas aussi eu une sorte de tournant où avant, quand vous étiez petite, enfin, les histoires d'identité et tout, vous étiez déconnectées, il y a eu un moment où vous vous êtes rebellée, c'était en mode, bah non, je vis ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi, je suis dans un moment où aussi j'ai essayé de reconnecter plus avec ma culture, mais plus sincèrement, c'est-à-dire vraiment redécouvrir ce que c'est vraiment la culture africaine, l'histoire africaine, la logique. Enfin, il n'y a pas une sorte de côté, pour vous aussi, une volonté de reconnecter plus justement avec la votre culture africaine. J'ai eu le même déclic que toi, Isatou. C'est que, en fait, donc, tu sais, quand on grandit dans plusieurs endroits, et ben, au bout d'un moment, on se cherche forcément. Vu qu'en plus, surtout quand les gens te rappellent à chaque fois, t'es étrangère partout. Donc, t'as besoin de te retrouver. Donc, moi, je me suis beaucoup plus intéressée, en fait. Enfin, au Mali, j'ai lu plein de livres et tout, donc j'adore lire. Pour comprendre, j'ai posé des questions à mon père. Et en fait, même par rapport à l'Afrique, c'est que je me suis intéressée à la politique, à tout. Et pourquoi les gens allaient faire ça, les traditions. Et maintenant, en fait, je me sens beaucoup plus malienne qu'avant. Et enfin, même pas ça, je me sens fière de le dire et fière de l'être. Alors qu'avant, vu qu'on me traitait... T'avais honte de le dire, limite, non? C'est exactement ça. Et donc maintenant, en fait, c'est ça, c'est que je suis vraiment, quand on me demande, tu viens d'où? Avant, c'était une question, quand on me posait, je ne pouvais pas répondre. Je me disais, est-ce que ça veut dire d'où je suis née ou j'ai vécu? C'était la réponse. Oh, la question, je détestais. Du coup, tu disais tout ton parcours. Exactement, et tu les laissais choisir. Oui. Exactement, je racontais toute ma vie et la personne les choisissait ce qu'elle voulait. Oui. Alors que maintenant, quand on me dit, tu viens d'où? Je suis malienne. Et fière de le dire. Pareil, je suis sénégalaise. Vraiment. Moi, c'est pas la même chose, hein, je vais pas mentir. Moi, je dis toujours franchement tout, hein. Je dis, je suis ivoirienne, guinéenne. J'ai grandi au Gabon, mais je suis née aux États-Unis. Oui, mais toi, c'est vraiment plus compliqué, je pense. Non, c'est vraiment compliqué, non. En fait, je veux m'assurer que les gens connaissent forcément, en fait. Non, je suis d'accord. Ils connaissent mon histoire, tu vois. Là, il se déclic pour dire d'affirmer mon africanité et tout ça, là. En fait, j'ai moins besoin d'affirmer aussi. Voilà, j'avais besoin de montrer, maintenant je m'en fous, en fait. Je suis sénégalaise, tu acceptes, tu n'acceptes pas, je m'en fous, je le suis. C'est tout. Moi, je pense que c'est les gens qui me disent... Les gens qui me disent non, tu n'es pas malienne, ben en fait maintenant ça me fait plus rien, quoi. Enfin, tu m'as demandé, je t'ai dit que j'étais malienne, si tu me dis non, bon bah tiens, c'est pas mon problème, en fait. Exact, c'est tout. Moi, c'est la même chose. Je pense que c'est surtout avec les Ivoiriens, en fait, que j'ai ce genre de... Je dois toujours prouver, en fait, que, je suis Ivoirienne à son point, tu vois. Et maintenant, moi, franchement, je m'en fous, hein. Là, mon accent va pas changer. Je vais pas essayer de changer mon accent. Je suis tout pété, tu vois. Donc, si tu me crois pas bien, si tu n'as pas forcément envie de discuter avec moi à cause de mon accent, you can go talk to someone else. I don't care. C'est comme ça que je prends les choses. Je n'ai pas besoin de m'affirmer. Je pense qu'on a dépassé cet âge où on doit forcément prouver quelque chose. C'est ça, en fait. On a construit un peu qui on était maintenant. Du coup, on arrive à la fin de la discussion. Est-ce que chacune d'entre vous peut dire son principal conseil, un petit peu wrap-up principaux éléments à véhiculer au réseau PAO sur cette thématique? Moi, ce serait donc de dire aux gens de ne jamais laisser personne leur enlever leur identité. Parce qu'en fait, c'est toi qui décides de qui tu es. Et personne n'a à te dire qui tu es, peu importe ses critères, peu importe ton excuse. Enfin, personne n'a à te dire. Parce que de toute manière, si quelqu'un te connaît bien, elle saura qui tu es, elle n'a pas besoin que tu le prouves ou quoi que ce soit. Donc, ne laissez jamais personne vous enlever votre identité. Ok, Abby, franchement, ton point est hyper... je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Moi, je leur dirais, sachez vous entourer des personnes qui comptent vraiment, dont la vie pour vous compte vraiment. Moi, je sais que, oui, je vous ai dit, parfois, mes parents, j'avais une sorte de dissonance, même si c'est vrai, sur certaines questions, je pourrais compter sur eux, sur d'autres, non. Parfois, ils étaient pas logiques. Genre, mon père, parfois, il me disait, ah non, mais ton grand-père, il dit n'importe quoi, c'est une autre époque, l'écoute pas. Et parfois, il me disait d'autres trucs. Donc,
par exemple, j'ai mon frère qui est la personne avec qui j'arrive toujours à avoir... Je sais que son avis sera en ligne avec comment j'ai été élevée, avec mes valeurs. Ouais. Donc, si j'ai vraiment besoin de conseils sur ces questions-là, je verrai avec lui. Donc, s'entourer des personnes pour qui vous savez, vont vous soutenir ou vous dire quand ça va pas pour les Ouais. bonnes raisons. Oui. Et diminuer un petit peu l'impact, je sais que c'est pas facile, parfois c'est des gens très proches, que ces personnes pourraient avoir sur vous. Par exemple, si vous avez, je sais pas, une mère, une tante que vous aimez beaucoup, mais qui, justement, vous dit souvent des choses qui ne sont pas en ligne avec votre façon de penser, les calculez pas, et vous, votre identité, c'est la vôtre. Personne ne peut vous l'enlever. C'est sur les papiers, c'est comme ça. De toute façon, je fais Sénégalais, exactement. j'y peux rien. Franchement. Exactement. Donc, c'est un fait, je le suis. Et du moment que toi, tu sais que tu l'es, c'est le plus important. Les autres, balèque. Exactement. Ok. Moi, je pense que, ok, je voulais parler des parents, mais never mind. Mon point, c'est, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, en fait. Donc, même si vous n'êtes pas forcément l'africaine idéale que vos parents souhaitent, ou bien vos amis souhaiteraient que vous soyez, n'ayez pas honte. Vous êtes unique, vous êtes powerful. Ok, donc cette discussion était vraiment très intéressante. J'ai hâte d'entendre l'avis du réseau sur cette thématique. N'hésitez pas à partager, on a hâte d'entendre votre point de vue dessus. On va maintenant passer à nos recommandations, comme dans chaque épisode. Je vais commencer par la mienne. Pour une fois, c'est pas un livre, c'est une activité qui m'a été recommandée par Saran. C'est le hot yoga. Vous avez dû voir 2-3 stories Instagram, c'était moi. Oui. Ça consiste à faire du yoga dans une salle chauffée. Ok, hot yoga. Et en gros, ce que j'adore, plus que l'activité, c'est que je me suis challengée. Parce que chaque fois, je me disais, non, mais je suis pas assez flexible, j'arriverai jamais à faire leur position. En plus, j'ai parti d'un a priori très mauvais qui est que non, mais c'est un truc de white people, ça, tu vois. Enfin, faire du yoga, être healthy, des trucs comme ça. Mais en fait, non, c'est un truc qui te fait du bien. Et du coup, je le fais tous les jeudis à 7h30 du matin. Donc, vous voyez la motivation quand même. Et ça me fait vraiment du bien. C'est physique. Ça me muscle le dos, les abdos, les fessiers, enfin, les bras. C'est hyper complet. Les bras aussi, et puis surtout, ça me permet de commencer la journée très positive parce qu'il y a un côté un peu méditation, elle vous donne des messages d'encouragement, c'est vraiment top. S'il y en a sur Paris qui sont intéressés par l'activité, demandez-moi, je vous passerai les contacts. Je suis carrément intéressée. Ben voilà, je te passerai. Non, c'est super. Et du coup, ma recommandation principale, c'est n'hésitez pas à vous challenger. Faites des choses qui vous sortent de l'ordinaire, qui vous permettent de vous découvrir. Je sais pas, moi par exemple, je fais des voyages. J'ai déjà fait un voyage toute seule à l'autre bout du monde, comme je vous en ai parlé. Faites ce genre de choses. Ne vous dites jamais, ah non, mais moi je pourrais jamais faire ça, ou non, moi c'est pas mon genre de truc. Cherchez-vous, découvrez-vous, challengez-vous. C'était Marocco, ok. Marocco, c'est super intéressant. C'est un film, actually, sur Netflix. Et, actually, c'est un film sénégalais. I loved that movie. Ça s'appelle Atlantique. I don't know if you guys watched it. En fait, il est pas encore sorti. Il est sorti sur tous les Netflix au monde, sauf en France. Oui, je l'attends avec impatience. En tout cas, ce film était intéressant. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, le film, ça parle d'immigration, de pirogue qui a chaviré l'esprit. Je pense que ça a été nominé pour un Oscar ou bien pour un Palme d'Or. Une Palme d'Or, c'est ça, à Cannes, il me semble. À Cannes, ok. Donc, allez regarder sur Netflix. Je sais pas quand ça sort en France, mais c'est pas encore sorti en France parce que c'est dans les salles. Du coup, on aura peut-être accès après. Mais aux États-Unis, c'est déjà sorti. C'est vraiment un film super intéressant. Donc, allez-y. Et puis, faites-moi signe. Commentez ce que vous en pensez. Dernier reco de la journée. Donc, moi, les filles, ma recommandation, ce sera un livre. Donc, je ne sais pas si vous avez lu Une si longue lettre de Mariam Abba. Oui. Of course. Un livre que j'ai adoré. En fait, c'est donc Mariam Abba qui raconte une histoire d'une femme sénégalaise. Et en fait, je pense que ce livre est bien parce qu'il est vraiment, c'est un miroir un peu de la vie des femmes. Un peu en Afrique, beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Et je vous recommande à toutes de le lire parce que je le recommande aussi très fortement. C'est très important de lire ce genre de livre parce qu'on apprend beaucoup. Oui. Sur les traditions aussi, sur nos coutumes, ouais. Exactement. Et pour nous, les POW, c'est vraiment, ça nous montre en fait la vie des femmes et comment elles se battent, comment nous devons nous battre. Et voilà, donc un livre vraiment à lire. Merci beaucoup, Ya, je le recommande aussi.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous avons vraiment adoré enregistrer ce podcast avec Mousso. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook et sur Instagram. Vous avez juste à taper Powerful African Women sur vos téléphones ou votre ordinateur. Vous pouvez le faire maintenant, ça ne vous prend que 1 minute ou 2 minutes maximum. Powerful African Women et sur Twitter, Power Woman en un seul mot. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions, vos commentaires sur ce 4e podcast maintenant. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences en commentaire. On est vraiment très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Partagez également autant que possible. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail à powerfulafricanwoman@gmail.com. Donnez-nous vos opinions et envoyez-nous juste de l'amour. Et surtout, n'oubliez pas de faire ressortir la Pau qui sommeille en vous.